Excusez-nous pour ce petit temps de retard. Hem, alors on va commencer, tout de suite. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Heu, ou est-ce que voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Super, merci beaucoup. Donc je me présente, je suis, Florence Talp, je suis la directrice de l'association Quai Bâti, qui est un centre de ressources de la Martinique sur, la qualité environnementale du cadre bâti. Là, je vous ai mis autorisé. Je vous ai mis en écran des extractions en fait du site internet de l'association qui vous permet de voir un petit peu, nos principaux domaines d'action. Donc, en tant que centre de ressources, l'idée c'est de diffuser la connaissance et auprès des publics professionnels de manière, prioritaire, mais aussi le grand public. Donc la ressource documentaire, et aussi de la production de ressources, pédagogiques pour justement aider au transfert de connaissances. On a 4 grands domaines d'action qui sont, effectivement des rencontres et visites de sites, des rencontres thématiques. On participe aussi à tout ce qui est dynamique locale, dans le cadre de la fête de la science, des différentes manifestations, séminaires qu'il peut y avoir lieu sur le territoire. Parce qu'il est important pour nous effectivement de bien connaître les dynamiques bâties qui existent sur le territoire de la Martinique. Et puis on a des actions plaidoyer qui sont des actions, là plutôt, d'initiatives en réponse à l'actualité ou à des thématiques qui nous semblent, manquer d'émergence, en fait, sur certains territoires ou de la réaction aux actualités. Dans ce cadre-là, on avait réalisé en 2021 une consultation dans le cadre de la loi ESSOC sur la révision de la l'ART Adom. Donc les travaux dans lesquels on est aujourd'hui sont un petit peu issus de tout ça. Et on a aussi un travail sur tout ce qui est exploration, innovation, dans lequel s'inscrit un petit peu notre action ici. Donc si je passe la diapo, si j'y arrive. Non. Oui, c'est ça. Donc on s'inscrit dans le cadre du programme Bâti solide, qui est porté par la cellule économique régionale de la construction et qui vise à l'adaptation des normes, heu, pour justement une meilleure prise en compte des conditions ultramarines dans la réglementation, bâtimentaire. Dans ce cadre-là, il y a un groupe de travail, qui a été dédié à, la révision de la réglementation thermique de la Martinique. C'est dans la continuité de ces travaux, que s'inscrit cette webconférence. En effet, on a eu, donc plusieurs rencontres, hein, dans le cadre de ces travaux. Donc si vous êtes intéressés pour participer à ces travaux, c'est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas, je vous mettrai à la fin de cette rencontre, mes coordonnées afin que vous puissiez, m'en informer. On a eu un atelier l'année dernière avec Sophie qui est présente, et qui, va intervenir ici, dédié au diagnostic de performance énergétique de la Martinique, plutôt sur ces aspects, j'ai envie de dire techniques. Là, on va aller plutôt sur les aspects, d'appropriation par les acteurs du territoire, et Céline va nous enfin, Sophie, pardon, va nous faire part des retours de ces, d'une enquête qu'elle a réalisée sur le territoire. Pour vous dérouler un petit peu la manière dont ça va se passer, donc là, vous avez tous micro et caméra, fermés, hein, pour, voilà, on les réactivera par la suite. Il y aura 2 temps de questions-réponses, un, intermédiaire à la présentation de Sophie et un à la clôture. N'hésitez pas aussi à utiliser la conversation pour réagir ou poser des questions. On reviendra aussi sur les questions qui sont posées, dans la conversation, dans le temps des questions-réponses. Et pour finir aussi, je voulais préciser que cette, visio était enregistrée. Heu, voilà, donc voilà, et il sera peut-être, rediffusé par la suite, voilà. À la fin, de cette visioconférence, on vous enverra également un questionnaire en ligne qui vous permettra de réagir justement, enfin de noter ou d'apprécier cette intervention, mais aussi de pouvoir faire des propositions ou des réactions directes par rapport à ce qui aura été dit, ce jour ou ce que vous pourriez attendre par rapport, au diagnostic de performance énergétique à Martinique. On reviendra aussi, un petit peu sur, la dynamique qui existe au niveau national sur le DPE dont chacun d'entre vous doit être au courant. Je dirais juste quelques mots sur ce volet-là. Sophie, si tu es prête à intervenir, je te laisse la main. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Rouvel. Vous voyez bien excusez-moi tous, vous voyez bien la présentation, hein, tous? Est-ce que vous pouvez, répondre dans la conversation? Oui, c'est bon, OK, super. très bien.
Donc, je me présente, je m'appelle Sophie Rouvel. J'ai réalisé un master spécialisé en construction habitat durable en 2020. Et dans le cadre de ce master, j'ai été amenée à faire une thèse professionnelle que j'ai choisi de faire sur le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique martiniquais. Et la présentation que je vous fais aujourd'hui, qui est la suite du premier atelier que nous avions eu l'année dernière sur les aspects techniques du DPE, donc va se focaliser aujourd'hui sur tout ce qui est appropriation du DPE par les différents acteurs du territoire et son adéquation également aux enjeux martiniquais. Donc avant de commencer, je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui ont pu contribuer à m'aider à réaliser cette thèse en partageant avec moi leur expérience. Il est possible que certains d'entre eux soient présents aujourd'hui, donc merci infiniment de votre aide et collaboration. Voilà. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, dans un premier temps, nous allons faire un retour d'expérience sur le lancement du DPEM. Puis, nous allons parler de la façon dont le DPEM est actuellement réalisé, avec les retours et les remontées du terrain que j'ai pu avoir via mes interviews de diagnostiqueurs. Puis, nous allons parler de la transmission, de la façon dont le DPEM est transmis, diffusé, exploité également. Puis, des impacts sur les destinataires, donc c'est un petit peu le cœur du sujet. Donc, après cette partie 4, nous aurons un premier temps d'échange, de questions ou de partage d'expérience d'environ 5 minutes. Puis, nous terminerons avec l'analyse de l'adéquation du DPEM aux enjeux martiniquais. Et nous aurons à nouveau un temps d'échange, je crois, d'environ 15 minutes, avant que Florence voilà, ne conclue en élargissant un petit peu sur l'actualité du DPE au niveau national et les répercussions que cela peut avoir au niveau des territoires d'outre-mer. Voilà. Donc, tu peux passer sur le slide suivant. Voilà. Donc, alors, avant de rentrer quand même dans le vif du propos, je voudrais préciser un petit peu le cadre méthodologique que j'ai utilisé dans le cadre de l'étude que j'ai menée pour ma thèse. Donc, cette étude, elle a été menée au travers d'interviews que j'ai réalisées en 2020, également au travers d'études des textes réglementaires du DPEM et de l'analyse de données statistiques publiques. Donc, les personnes qui ont été interviewées sont des acteurs qui ont contribué directement à la mise en place ou à la conception du DPEM ou sont des acteurs directs, comme les diagnostiqueurs de niveau 1 ou 2, ou indirects, comme des agents immobiliers ou des bailleurs sociaux. Donc, ce n'est pas une étude qui a une ambition d'être exhaustive, et ce n'est pas une étude quantitative. Le but n'était pas de dresser un tableau complet de la situation, mais néanmoins, à l'issue des retours que j'ai pu avoir, il m'a été possible de tirer un certain nombre de conclusions qui pourront inspirer plus tard éventuellement des évolutions. Je tiens à préciser aussi que dans le cadre de mon étude, et c'est un petit peu les limites que j'ai moi-même mises au cadre méthodologique que j'avais utilisé, c'est que je n'ai pas eu de retour direct de destinataires du DPEM, donc je n'ai pas interviewé directement des locataires propriétaires, j'ai interviewé indirectement, par exemple, des bailleurs sociaux ou des agents immobiliers. Je n'ai pas non plus eu de retour de notaire. Et ce sera intéressant, dans l'optique d'une révision du DPEM, de consulter également ces acteurs-là, qui sont en fait les premiers concernés finalement au moment de la transmission du DPEM ou sa prise en compte. Alors, je précise également que cette étude a été réalisée à distance. J'étais en France métropolitaine au moment où elle a été réalisée. Donc, c'est aussi pour ça qu'il n'était pas possible pour moi de rencontrer facilement certains acteurs. Voilà. Alors, pourquoi faire un REX, un retour d'expérience du lancement du DPEM? Le DPEM, c'est un outil qui est quand même assez intéressant dans la mesure où il induit une certaine complexité parce qu'il fait appel à un certain nombre d'acteurs, directement ou indirectement. Et de ce fait, la mise en place d'un tel outil n'est pas nécessairement quelque chose d'aisé. C'est pour ça qu'il était intéressant de se pencher sur la façon dont il a été lancé pour pouvoir en tirer des enseignements qui pourront servir si demain, il devait y avoir une nouvelle version de DPE qui devait être lancée et communiquée auprès de toutes les parties prenantes.
Donc, si on fait un petit peu le bilan par rapport à ce qui est ressorti des interviews que j'ai pu avoir sur le moment du lancement du DPEM, et avant même peut-être de faire ce bilan, juste rappeler, parce que c'est vrai que tout le monde n'était pas présent à la première. Tu as avancé 2 slides, Florence. Il faut revenir sur le premier. Voilà. Donc, je voudrais juste rappeler le contexte en termes de date. Donc, le DPE de la Martinique s'est fait de façon concomitante en fait au DPE de la Guadeloupe, qui en était à la 2e révision de son DPEM. La Guadeloupe avait un DPE qui avait été lancé en 2011, qu'ils ont revu ensuite en 2013. Et la Martinique a revu son DPE au moment, a créé du moins son DPE au moment où la Guadeloupe était en train de mettre à jour le sien. Donc, il y a eu un dispositif de collaboration entre les deux îles et les équipes travaillant sur ces sujets dans les deux îles pour permettre la mise en place du DPE de la Martinique. Et je précise que depuis la version 2013 du DPE guadeloupéen, il y a eu une 3e version qu'ils ont mis à jour, donc un DPE de version 2020. Donc ça, c'était pour rappeler un petit peu le contexte en termes de date. Et donc, dans le retour d'expérience, ce qu'on peut ressortir et qui a plutôt bien marché, c'est qu'au moment où le DPE martiniquais a été mis en place, il y avait une volonté de capitaliser avec le dispositif existant en Guadeloupe qui était affiché. Donc, il y a eu une mutualisation des coûts, des moyens qui ont été utilisés. Et ça a permis de réduire le délai de mise en œuvre en Martinique, d'autant plus que le DPE a été mis en place à la faveur d'une habilitation spécifique dans le domaine de l'énergie que la région Martinique avait obtenue et qui expirait cette année-là. Donc, il y avait une certaine, entre guillemets, urgence à finaliser le dispositif du DPE martiniquais cette année-là. Et le fait d'avoir travaillé avec la Guadeloupe a permis de tenir, en fait, ces délais. Un autre point qui a plutôt bien fonctionné, en tout cas au départ, c'est que la mise en place du DPE martiniquais a donné lieu à une large concertation avec les milieux professionnels avant sa mise en place, puisque les dispositions qui étaient en délibération au niveau de la Guadeloupe ont été reprises en Martinique et examinées lors de réunions réunissant différents acteurs comme la région, l'AME, le CSTB, l'Ordre des architectes, l'ADL, la CACEM, etc., les bailleurs sociaux. Et donc, à l'issue de ces réunions de travail, certaines dispositions étaient adoptées telles quelles ou faisaient l'objet de modifications. Donc, ça a permis quand même d'impliquer au départ les acteurs professionnels, directs ou indirects, de façon assez large. On va passer au slide suivant. Voilà. Dans ce qui a un peu moins fonctionné, ou moins bien fonctionné, il y avait un délai un peu court, voire trop court, entre la mise en œuvre, le vote, la délibération du DPEM par la région Martinique, qui s'est faite en juin 2013, et son applicabilité, c'est-à-dire la publication de la délibération au journal officiel qui s'est faite le 31 août 2013. Donc, ça laissait à peu près 2 mois. Et ce délai était trop court pour que l'ensemble des diagnostiqueurs puissent être formés dans ce délai. Et au-delà de ce délai donc trop court entre le moment où le DPE est voté et le moment où il est vraiment applicable, il y a eu aussi un manque de coordination avec certains acteurs et un manque d'information aussi vis-à-vis de certains milieux professionnels qui étaient concernés directement ou indirectement par le DPEM. Donc, par exemple, quand le DPEM a été rendu applicable en Martinique, les formations certifiantes diagnostiqueurs n'étaient pas encore en place. Donc, au-delà du fait que le délai était trop court pour tous ces formés, mais de toute façon, les formations n'étaient pas encore en place parce qu'il y a eu des problèmes de coordination avec l'organisme qui avait été désigné pour les certifications des diagnostiqueurs. Un des autres points de dysfonctionnement qui est remonté du terrain, c'est que les notaires et les agents immobiliers n'étaient pas informés. Donc, il y a pu y avoir des cas où, par exemple, des notaires, lors de transactions immobilières, pouvaient demander le DPE version France hexagonale. Ils n'étaient pas en fait informés de la version martiniquaise qui avait été mise en œuvre, ou certains agents qui n'exigeaient pas ce diagnostic et puis étaient surpris de le voir apparaître dans les diagnostics réalisés par les diagnostiqueurs qui, eux, savaient qu'entre-temps, il était devenu obligatoire. Et enfin, le dernier point qui est aussi important, c'est qu'il y a eu un manque d'information au niveau du public. Il n'y a pas eu de campagne de communication auprès du grand public, qui est quand même touché parce qu'à partir du moment où il y a une transaction immobilière de vente ou de location de biens immobiliers, pour les biens qui répondent au champ d'application du DPE, le DPE est exigible. Et c'est passé un petit peu sous silence à ce niveau-là, au niveau du grand public également. Voilà.
Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut faire comme bilan de cette mise en place du DPE. Maintenant, si on regarde la façon dont il est produit aujourd'hui par les diagnostiqueurs, le processus qui est utilisé pour sa production. On va passer au slide suivant. Voilà. Donc avant, on va rappeler qui est aujourd'hui autorisé à délivrer un certificat de diagnostic de performance énergétique en Martinique. Donc, les DPE ne peuvent être établis que par des personnes certifiées, par des organismes habilités. La durée de validation des certifications a été fixée à 2 ans, dans le texte réglementaire. Et 2 niveaux d'habilitation ont été définis. Donc, un niveau 1 qui permet d'établir des DPE sur les bâtiments existants, qui est réservé aux personnes qui peuvent justifier de 2 années d'expérience professionnelle dans un domaine technique du bâtiment. Et un niveau 2 d'habilitation qui reprend le niveau 1. Donc, le niveau 2 peut faire le niveau 1 et en plus, qui donne les habilitations pour faire des DPE sur les bâtiments neufs et pour faire tout ce qui est calcul de conformité à la réglementation thermique de Martinique. Et donc, ce niveau 2 d'habilitation est réservé au Bac+2 dans ce domaine technique du bâtiment. On va passer au slide. Alors maintenant, dans ce qui est remonté quand j'ai eu mes interviews avec les diagnostiqueurs sur comment le DPE est produit. Alors, sur les bâtiments existants, il y a une visite sur site qui est obligatoire pour les diagnostiqueurs. On ne peut pas se contenter de l'établir à distance sans avoir un minimum vu le bâtiment et l'évaluer sur les différents aspects qu'il est censé évaluer. Ce qui est ressorti, c'est que le DPE, le processus de production du DPE est quand même principalement manuel. Alors pourquoi? Parce que le formulaire du DPE aujourd'hui, il n'y a pas, je dirais, de logiciel qui permet d'établir de façon automatisée le DPE avec les informations rentrées et calculées automatiquement. Donc, quand ils ont un formulaire à imprimer, alors soit ils le font par eux-mêmes, et par exemple, un des diagnostiqueurs que j'avais interviewé, il a créé des macros dans Excel qui lui permet ensuite lui permettent à la fois d'automatiser certains calculs et puis ensuite de les mettre en forme automatiquement et de produire ensuite et d'éditer le formulaire selon la trame nécessaire. Ou sinon, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des logiciels qui existent, des logiciels de diagnostic immobilier qui proposent la trame du formulaire, mais toutes les données doivent être ressaisies manuellement dans cette trame. Donc, il y a de la ressaisie manuelle avant de faire l'édition du formulaire. Donc, pour l'existant, donc pour les DPE des bâtiments existants, tous les calculs, tous les indicateurs sont faits manuellement. Et pour la production des DPE de bâtiments neufs, alors tout ce qui va être calcul de consommation, estimation des calculs de consommation va être automatisé via l'outil de la réglementation thermique de Martinique, qui est un fichier Excel. Et par contre, tous les autres indicateurs sont estimés et calculés manuellement par les diagnostiqueurs. Donc, c'est pour ça que ce qui est ressorti, c'est qu'il y a quand même, c'est un processus qui reste principalement manuel pour la production du DPE. Un autre point qui est remonté du terrain, c'est que pour tout ce qui concerne les bâtiments existants, il y a une vraie difficulté à obtenir l'historique des consommations. Déjà, le premier cas qui arrive relativement souvent, c'est que lorsque le mandataire du diagnostic n'est pas occupant, il y a des difficultés à obtenir les factures EDF. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans le DPE, on fournit un indicateur qui est l'indicateur de la consommation énergétique moyenne du bâtiment et qui, pour l'existant, se base sur la moyenne des 3 dernières années de consommation ou la dernière année à défaut. Mais pour cela, on se base sur les consommations réelles. Et donc, le diagnostiqueur a besoin de récupérer les factures ou bien d'avoir un relevé de compteur pour pouvoir avoir cette information. Quand celui qui demande le diagnostic n'est pas occupant, c'est en général difficile pour le diagnostiqueur d'obtenir les données. Alors, normalement, il y avait une disposition qui était prévue, qui avait été votée par la région Martinique en 2013, qui prévoit, alors je vois qu'il y a quelqu'un, un diagnostiqueur qui confirme, c'est quasiment impossible, même, effectivement. C'est une vraie difficulté, c'est ce qui était remonté des interviews. Alors, normalement, il y a une disposition qui est prévue qui permet aux diagnostiqueurs de pouvoir obtenir, en tout cas de demander à EDF, le détail des consommations électriques pour qu'ils puissent établir son diagnostic. Mais ce qui remonte, c'est que c'est très compliqué d'obtenir
des retours d'EDF, soit parce qu'ils ne les obtiennent pas du tout, ou alors que le délai d'obtention est très long. Et il faut savoir quand même que quand les diagnostics sont demandés, si vous voulez, c'est souvent fait à la dernière minute par les propriétaires, parce qu'il y a la transaction immobilière qui est imminente. Et ils ont du mal à comprendre que le diagnostic ne soit pas produit rapidement. Et donc, le délai d'obtention des données par EDF peut aussi poser problème, au-delà du fait que c'est relativement difficile en soi de pouvoir obtenir des données de la part d'EDF. Voilà. On va passer au slide suivant. Donc, si on fait maintenant le bilan, après avoir décrit un petit peu comment ça se passe, alors le point positif, c'est que la visite sur site soit obligatoire pour l'existant. Ça semble aller de soi, mais enfin, ça va dans le sens de la fiabilisation de la production du DPE. Par contre, effectivement, le fait que le processus de production du DPEM soit très manuel induit des risques dans sa fiabilité, puisqu'il y a beaucoup de calculs manuels, il y a des ressaisies fréquentes de données avec des risques d'erreur, une édition du formulaire qui peut être assez artisanale dans certains cas, et surtout, il y a une absence de validation ou d'homologation des calculs, des logiciels utilisés ou éventuellement des calculs qui seraient automatisés par des fonctions Excel ou tout autre logiciel. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui militent dans le sens de fiabiliser en automatisant plus déjà le DPM et éventuellement en mettant en place un processus de validation, d'homologation de certains logiciels, de certains calculs, etc. Dans le bilan, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une difficulté qui est presque structurelle, obtenir l'historique des consommations pour l'existant. Ce sont des difficultés systématiques dans le cas de ce qu'on appelle des incidents divergents en économie, c'est-à-dire que la personne qui fait quelque chose n'est pas nécessairement la personne qui va y trouver un intérêt parce que c'est une autre personne qui va bénéficier des coûts ou qui va devoir subir les désagréments. Et donc, quand le mandataire du diagnostic est différent de l'occupant, souvent, l'occupant n'a pas trop intérêt à participer, en fait, à collaborer, à donner ces informations qui peuvent être considérées d'ailleurs par lui comme personnelles. Et ce qui peut expliquer pourquoi il y a une difficulté à obtenir les données dans cette configuration-là. Et aussi parce qu'il y a une difficulté à obtenir le détail des consommations par EDF, qui mériterait d'être aussi revu avec EDF pour comprendre quels sont les obstacles qui font qu'aujourd'hui c'est si compliqué pour les diagnostiqueurs. Voilà. Donc maintenant, donc on a vu donc comment le DPE il est produit. Maintenant, une fois qu'il est produit, comment est-ce qu'il est transmis, diffusé et éventuellement exploité après sa production. Donc ça, c'est ce que nous allons voir. Alors, d'abord, on va rappeler qui a l'obligation de faire délivrer un DPE et à quel moment. Donc, si on regarde dans les bâtiments neufs, c'est le maître d'ouvrage qui a l'obligation de faire délivrer le DPE et il doit le faire au plus tard à l'achèvement des travaux. Pour les bâtiments existants, c'est le propriétaire. À partir du moment où il y a une transaction immobilière de prévue, que ce soit de vente ou de location, le DPE doit être réalisé avant la transaction immobilière ou plus tard pendant la transaction. Non pas réalisé, mais transmis ou plus tard au moment de la transaction. Pour les bâtiments recevant, les établissements recevant du public, donc bâtiments publics, centres commerciaux, hôtels, établissements de santé ou d'enseignement, c'est également le propriétaire qui a l'obligation de faire le DPE. La différence, c'est qu'il n'y a pas besoin nécessairement qu'il y ait une transaction immobilière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un propriétaire d'établissement recevant du public, a l'obligation de faire réaliser le DPE. Alors, au départ, c'était dans les 2 ans qui ont suivi la mise en œuvre du DPE. Et ensuite, renouveler ce DPE à expiration. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est quelque chose qu'on avait vu dans la partie 1. Donc, la durée de validité du DPE, pour le neuf, c'est 3 ans, et pour les bâtiments existants, c'est 10 ans. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au slide suivant, puisqu'il y a l'obligation de faire délivrer le DPE, puis ensuite, comment le transmettre ou l'afficher. Donc,
Pour les établissements qui reçoivent du public de catégorie 1 à 4, donc la catégorie 1 à 4, ce sont des catégories basées sur l'effectif maximum qui peut être accueilli en fait, dans l'établissement. Donc 4 de mémoire, je crois que c'est jusqu'à 300 personnes, et 1, je crois que c'est plus de 1501 personnes. Donc pour ces ERP de catégorie 1 à 4, donc c'est l'exploitant, et là non plus le propriétaire, c'est l'exploitant qui a l'obligation d'afficher le DPE. Il doit l'afficher de façon visible à l'accueil ou près de l'entrée principale du bâtiment, et uniquement la première page du DPE, c'est-à-dire la page où on voit apparaître la fameuse étiquette de consommation énergétique. Pour les centres commerciaux et hôtels, c'est également l'exploitant qui doit afficher, qui a l'obligation d'afficher le DPE, donc la première page à proximité du lieu d'accueil. Et pour tout ce qui concerne les ventes ou locations immobilières, donc l'obligation de transmission d'affichage concerne à la fois le vendeur ou le bailleur, si c'est une location, ou un tiers intéressé. En général, ça désigne plutôt les agences immobilières qui ont les mandats pour la vente ou la location de l'appartement. Donc, il y a une première obligation qui consiste à faire un affichage dans les publicités médias, c'est-à-dire en fait dans les annonces de publicité immobilière. Et là, c'est uniquement l'indicateur de performance énergétique, c'est-à-dire la fameuse étiquette énergie avec le classement de A à G. Et également, donc, il y a une obligation de transmission avant la signature de la transaction. Et dans ce cas-là, c'est le diagnostic complet qui doit être transmis. Voilà. Alors, si on regarde maintenant au niveau de l'exploitation du DPEM, donc aujourd'hui, un DPEM qui est réalisé n'est ni collecté ni centralisé. Il n'y a pas non plus de base de données des DPEM réalisés et donc pas de suivi de statistiques en lien avec ces DPEM. Et il n'y a pas non plus de processus de suivi de la régularité des DPEM effectués. Alors, pourquoi mentionner cela? Parce que, par exemple, en France hexagonale, les DPEM qui sont réalisés sont centralisés au niveau d'une plateforme numérique qui est supervisée par l'ADEME, qui a changé de nom entre-temps, mais qui s'appelle aujourd'hui l'Observatoire des DPE et des audits. Donc, tous les audits réalisés sont centralisés sur ces plateformes numériques, peuvent être consultés de façon anonymisée. Et des statistiques sur la production des DPE peuvent être consultées également sur le site, comme par exemple la répartition des classes de consommation énergétique des différents DPEM réalisés. Et derrière, ça permet de suivre un petit peu l'évolution aussi dans le temps de la performance de consommation énergétique des bâtiments par région ou par typologie de bâtiments. Voilà. Donc ça, un petit peu, ça permet voilà, de dresser un peu le tableau de aujourd'hui comment le DPE il est délivré, transmis, exploité. Si maintenant on fait un peu le bilan par rapport à ça, ce qui ressort principalement, c'est qu'il y a une absence de suivi de l'obligation d'affichage et de transmission du DPEM et qui peut-être explique, ce n'est peut-être pas la seule cause, et ça on va le voir tout à l'heure, que globalement, si par exemple on prend les publicités immobilières, la mention de l'indicateur de performance d'efficacité énergétique, de consommation énergétique, n'est en général pas mentionné dans les annonces immobilières. C'est très peu suivi. Ce qu'on peut aussi ressortir, c'est qu'il y a une absence de collecte et de suivi des DPE réalisés. Donc, on ne peut pas, on se prive de ce fait de la possibilité de vérifier la régularité des diagnostics réalisés et de constituer une base de données qui permettrait de suivre dans le temps l'évolution de la performance énergétique des bâtiments. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a vu, on a vu dans le processus la production du DPE, comment est-ce qu'il est transmis, affiché, et ensuite, quel est l'impact sur ces destinataires? Comment ce document est reçu? Quelle influence il peut avoir? Alors, je précise que pour la partie de l'étude de l'impact sur le destinataire, donc, mon étude a été réalisée uniquement pour les transactions immobilières de logement, pour les ventes et les locations. Donc, je n'ai pas regardé ce qui se passait au niveau des bâtiments tertiaires, par exemple. Je me suis focalisée sur le logement. Les données étaient plus simples à obtenir pour les logements que pour les bâtiments tertiaires. Alors,
Si on essaie de voir quels sont les points majeurs qui ressortent de l'analyse des impacts sur le destinataire, le point premier, principal, c'est que globalement, le DPEM a peu d'impact sur ses destinataires. D'abord parce que les informations sont rarement mentionnées dans les publicités immobilières, donc l'indicateur de performance énergétique est rarement mentionné. Alors, il y a des raisons à cela, et ce n'est pas seulement parce qu'il y a une absence de suivi, en fait, l'obligation de cet affichage. Il y a des raisons dans le processus même de production du DPEM et de sa temporalité qui expliquent cela. Donc, le DPEM, il est souvent réalisé au dernier moment par les propriétaires, juste avant la transaction. Alors, parce que le DPE est embarqué avec un bouquet d'autres diagnostics immobiliers qui sont obligatoires, et certains ont une durée de vie très limitée. Donc, les propriétaires préfèrent attendre vraiment le dernier moment avant de le réaliser, parce que sinon, comme ils ne connaissent pas à l'avance la durée que prendra le mandat de recherche de location, il peut arriver qu'au moment où la transaction est conclue, certains diagnostics ne soient plus valides. Donc, ils ne lancent la réalisation du diagnostic qu'au moment où juste avant la réalisation de la transaction. Ce qui fait que lorsque l'agent immobilier publie en ligne la publicité pour le bien, le DPE est en général, à ce moment-là, pas encore réalisé. Donc, ils n'ont pas l'information. Ça, c'est déjà une première raison qui peut expliquer pourquoi l'indicateur de performance énergétique est rarement mentionné dans les annonces de publicité immobilière. L'autre point qui est ressorti, c'est que globalement, le DPEM n'est pas considéré comme un argument marketing pertinent par les agents immobiliers. Donc, ils ne sont pas incités à le mettre en avant. Ce n'est pas quelque chose qui va faire pencher la balance pour un bien ou pour un autre. Donc, on a tendance à plutôt le mettre de côté. Et le fait qu'il n'y ait pas non plus de contrôle du respect de l'obligation d'affichage favorise également cette situation. Donc déjà, il y a peu d'impact sur ces destinataires avant même, je dirais, dans le cadre d'une recherche de biens de conclusion de transaction. Ensuite, l'autre point qui ressort, c'est que quand il s'agit de la transmission du diagnostic complet, c'est-à-dire au moment de la transaction, le DPEM est rarement lu par les destinataires. Pourquoi? Parce qu'il est transmis avec un certain nombre d'autres diagnostics immobiliers, qui sont en fait assez nombreux, et cela fait beaucoup d'informations à lire et à intégrer d'un seul coup pour des personnes qui sont souvent néophytes. Et compte tenu de plus que le contenu du DPEM tel qu'il est conçu actuellement est trop technique, son contenu peut être incompréhensible pour certaines sections par quelqu'un qui n'est pas dans le domaine du bâtiment. Pour donner un exemple, sur le formulaire, il y a des mentions de ECS ou de PV. Si on n'est pas dans le domaine technique du bâtiment, on ne peut pas nécessairement savoir que ECS, ça veut dire eau chaude sanitaire et que PV, ça veut dire photovoltaïque. Ce sont des exemples qui montrent qu'en fait, il y a le formulaire est un peu trop charbonnant et les personnes qui ne baignent pas dedans peuvent ne pas comprendre en fait de quoi on parle. Donc, ils auront tendance à le mettre de côté parce qu'ils ne comprennent pas en fait le contenu du document. Et puis aussi, ce qu'il faut voir pour relativiser aussi la prise en compte du DPE par ses destinataires au moment d'une transaction immobilière, c'est que souvent, les acquéreurs d'un bien immobilier ou les locataires, ils ont des préoccupations plus prioritaires sur d'autres critères, comme le prix du bien, son emplacement, le niveau de confort. Et c'est vrai que la performance énergétique du bâtiment va moins rentrer en ligne de compte que d'autres critères sur lesquels ils seront plus focalisés. Alors, donc je vois qu'il y a, j'essaie en même temps de lire les commentaires, mais c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que, et ça c'était remonté aussi, que ceci dit, les ménages qui ont vécu un certain temps en France hexagonale seront, en tout cas, sont plus sensibles au DPE. Et donc, c'est plus sur ce type de profil-là que le DPE pourra avoir éventuellement une influence plus importante. Mais globalement, quand même, ce qui ressort, c'est que le DPE aura peu d'impact sur le choix d'achat ou le choix de location. Ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que les mécanismes qui rentrent en œuvre quand on fait un choix d'acheter un bien immobilier ou de trouver un logement, c'est que c'est d'abord un choix émotionnel, souvent par coup de cœur, et qui n'est pas complètement rationnel. Et donc, même si rationnellement, on pourrait se dire mais que les personnes vont chercher d'abord
un bâtiment ou un logement avec une meilleure performance énergétique, ce qui va derrière diminuer leur facture, leurs dépenses énergétiques, ce n'est pas en premier chef ce qui va rentrer en ligne de compte. Et il y a des choses qui échappent un petit peu à la rationalité dans les mécanismes qui vont faire qu'une personne va se décider sur un bien ou sur un autre. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le DPEM n'a pas d'impact sur la formation des prix du bien immobilier. On pourrait imaginer, par exemple, les biens les moins bien classés qui sont rangés comme une sorte de sanction et que ces biens puissent être vendus ou soit dans l'obligation de se positionner un petit peu moins cher sur le marché. Aujourd'hui, ce type de phénomène, de mécanisme n'est pas visible sur le marché martiniquais. Peut-être un peu plus, ça commence peut-être à être un peu plus le cas en France hexagonale, mais pas en Martinique. Et les agents immobiliers que j'ai interviewés m'ont également fait remonter que ce n'est pas un argument de réassurance quand il y a une hésitation entre deux biens. Ce n'est pas ce qui va faire pencher la balance. Donc, sur la décision d'achat ou le choix de location, le DPEM a finalement un peu d'impact. Voilà. Alors, un des objectifs aussi du DPEM, au-delà d'informer sur la consommation énergétique du bien, c'est également d'inciter à la réalisation de travaux pour l'amélioration de la performance énergétique et potentiellement aussi du confort thermique. Mais ce qui ressort, c'est que le DPEM aujourd'hui est peu incitatif à la réalisation des travaux. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que déjà, les recommandations sont insuffisamment lues et prises en compte. Si le document, d'une façon générale, n'est pas vraiment lu et étudié par ses destinataires, il est certain que les recommandations de travaux ne vont pas non plus être réellement lues. Par ailleurs, ce qui est ressorti, c'est que en termes de recommandations, d'amélioration, on va dire, de l'efficacité des équipements, la marge de manœuvre est finalement assez réduite en Martinique parce que le parc, il est assez récent, à la mesure où on n'est pas sur des équipements avec des durées de vie de 20-30 ans, comme ça peut être le cas pour des chaudières en France hexagonale. Les climatisations ou les chauffe-eau électriques sont amenés quand même à être remplacés assez rapidement, régulièrement, surtout qu'on a des conditions qui font que les équipements peuvent être assez malmenés, des conditions climatiques assez difficiles, et donc ils sont renouvelés rapidement. Et du fait qu'ils sont renouvelés rapidement et ou régulièrement, finalement, le parc est assez récent. Et du fait qu'il soit récent, forcément, on a des équipements qui sont dotés de technologies plus récentes et donc qui sont plus efficaces. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui est ressorti, on va le voir dans la dernière partie, quand on va faire un petit peu le bilan de la situation énergétique de la Martinique. Dans les données du bilan énergétique qui sont publiées, il ressort qu'il y a une diminution de la consommation énergétique par habitant, tout simplement parce qu'il y a une meilleure efficacité des équipements. Donc, la marge de manœuvre de recommandation sur l'amélioration des équipements est assez réduite. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que l'absence d'estimation des coûts de travaux ou du temps de retour sur investissement peut aussi représenter un frein à l'adoption des travaux. Parce que quand on ne sait pas dans quoi on va se lancer, combien ça va nous coûter et qu'est-ce qu'on peut espérer retirer comme économie et sur combien de temps par rapport à l'investissement qui aurait été réalisé. Bon, ce manque de visibilité-là peut aussi représenter un frein et se dire qu'on peut inciter peut-être certains acteurs de temporiser les travaux parce qu'on ne va pas se lancer un petit peu comme ça dans le flou. Alors, un dernier point qui est ressorti en fait sur l'impact sur les destinataires, c'est que pour les logements sociaux, qui représentent quand même 20% du parc des logements à Martinique, donc c'est quand même pas rien, le DPEM est complètement hors scope. Alors déjà parce que dans le parc social, le taux de rotation est très faible, c'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils ont eu un logement, ils ne le quittent en général pas. Donc, il y a assez peu de transactions immobilières, donc d'entrée de nouveaux locataires. Donc déjà de base, le nombre de DPE réalisés est faible. Par ailleurs, le taux d'équipement en climatisation des logements sociaux est très bas. Alors en 2020, c'était, je crois, 9% des logements sociaux qui étaient équipés d'au moins une pièce climatisée. Et il faut savoir que dans les critères d'application du DPE, pour que le DPE puisse s'appliquer à un bien dans l'existant, ou dans le neuf d'ailleurs, il y a une condition sur la présence d'au moins une chambre climatisée.
Donc, à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de climatisation dans les logements sociaux, de fait, cela exclut en fait la majorité, près de 90% des logements sociaux qui sont exclus en fait du champ d'application du DPE. Parce que les climatisations, ça s'est ressorti de mes interviews avec les bailleurs sociaux, sont considérées comme un équipement de confort et ne sont pas prioritaires dans la politique d'équipement des logements sociaux. Et donc, le besoin de rafraîchissement des occupants, il va être plutôt traité par une conception bioclimatique des bâtiments. Mais cette conception bioclimatique, du fait que la majorité des logements sociaux sont exclus du champ d'application du DPE, ne peut pas être évaluée, donc ne peut pas vérifier si effectivement cette conception bioclimatique et donc ce rafraîchissement naturel fonctionne. Pour autant, ce qui est ressorti, c'est que la maîtrise de la consommation d'énergie reste un enjeu important dans le parc social parce qu'il conditionne le reste à vivre pour les occupants. C'est-à-dire les dépenses énergétiques sont le deuxième poste de dépenses des foyers dans le parc social après le logement. Et donc, c'est important de pouvoir apporter des informations à la fois sur le niveau de consommation et la façon de maîtriser sa consommation. Sauf que là, on ne vise pas tant les équipements immobiliers, mais les équipements mobiliers, donc plutôt l'électroménager. Donc, pour ces raisons, effectivement, le DPE passe un petit peu à côté de la cible, en tout cas sur les logements sociaux. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'impact des destinataires. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse le temps d'échange, parce que j'ai vu beaucoup de réactions sur le chat que je n'ai pas eu le temps de tous lire. Et puis ensuite, on va conclure sur la dernière partie, l'adéquation aux enjeux. Alors, sur le chat, donc moi je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais donc alors au niveau des réactions, effectivement, il y a eu beaucoup de réactions. Donc, comment faire le lien entre ce document peu fiable et les interdictions de location des passoires thermiques à venir en Martinique? Un document devra prouver ce statut de passoire. Alors, ce que je vous propose, c'est que les gens qui ont des questions lèvent la main. Comme ça, je vous laisse la parole. Parce que là, c'est plutôt des réactions, en fait, que tout le monde peut lire. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Est-ce que Alors, vous avez... Ah, par rapport à ce commentaire, bon, alors, je laisse d'abord la personne poser sa question, je vais réagir après. alors, je vais vous laisser... Voilà, vous pouvez vous poser la question. Vous avez accès à... Vous avez votre micro accessible. Vous pouvez poser votre question. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Second, je suis le directeur adjoint de, pardon, de Solia Antilles. Alors moi, c'est une question très générale sur est-ce qu'il y a des refontes en cours de réflexion pour ce DPE? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est que selon moi, il y a deux poids, deux mesures. C'est qu'aujourd'hui, il va y avoir des interdictions de location de passoires énergétiques, des gels de loyer, etc. Et en face de ça, on a des documents peu fiables qui vont pas nous permettre de définir ces notions de précarité énergétique, de passoire énergétique, alors qu'elle existe véritablement aujourd'hui sur le territoire de la Martinique. Donc voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur la refonte de ce document? Voilà. Qui sont les personnes qui travaillent sur ça? Est-ce que l'État est associé à ça? Voilà, c'est une question très générale. Merci. Alors, pour répondre, donc du coup, c'était prévu qu'on en parle un petit peu à la fin. Alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau national et un niveau local. Je sais que Sonia Trèfle est dans l'assistance. Donc, Sonia, si tu veux réagir, je te laisserai effectivement la parole pour que je fasse. Alors, au niveau local, en fait, aujourd'hui, l'habilitation énergie, la CTM a perdu l'habilitation énergie. Donc, réglementairement parlant, elle ne peut pas toucher à sa réglementation encore aujourd'hui. Cette demande d'habilitation énergie, donc en fait, ça a figé, en fait, le fait qu'elle perde son habilitation énergie a figé un petit peu la réglementation existante sur le territoire de la Martinique.
Donc du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution voilà, maintenant. Par contre, effectivement, la CTM a demandé son habilitation énergie, donc en attente que celle-ci soit traitée par l'État, une fois qu'elle sera traitée par l'État, et si l'État valide, la CTM pourra de nouveau légiférer sur le domaine énergétique. Donc pour l'instant, on est un petit peu en stand-by sur cette question-là au niveau local. Et au niveau national, il y a une réflexion dans le cadre du DPE ultramarin qui là, lui, est en cours effectivement de réflexion avec des études qui ont eu lieu et des travaux qui vont se poursuivre là, avec un DPE opposable qui était. Alors pour l'instant, il y a pas d'interdiction de mise en location avec des passoires énergétiques. On n'est pas à ce stade-là aujourd'hui dans les territoires ultramarins. Ça arrivera certainement à partir de les échéances qui ont été données, c'est 2028. C'était le 1er juillet 2024 initialement qui était communiqué, mais a priori, ça va être reporté à au minimum 2028. Donc, si je peux, je ne sais pas si Sonia est dans la salle. En tout cas, Sonia, non, je ne la vois pas. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, je voudrais juste pour compléter ce que tu viens de dire, Florence, aussi, pour donner le contexte par rapport à ce qui se passe actuellement en France hexagonale, c'est que la première version du DPE en France hexagonale, elle date de 2006. La dernière version date de 2021. Et entre les deux, il y a eu plusieurs versions et révisions du DPE, à chaque fois toujours dans un processus de fiabilisation de la production en fait, de ce document. Donc il y a quand même eu un temps long au niveau de la France hexagonale pour, au fur et à mesure, arriver à une meilleure fiabilité de ce document avant de pouvoir effectivement le rendre opposable. Ils n'ont pas juste produit la première version du DPE et puis, dans la foulée, rendu ce document opposable. Il y a eu quand même un processus normal d'adaptation aussi en fonction des remontées du terrain avant de pouvoir vraiment en faire un document avec une validité juridique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, il me semble qu'il y a une personne qui a levé la main. Oui, mais c'est Monsieur Corridon qui a déjà Ah, posé sa d'accord. question, il me semble. Hein. Il me semble que c'était Monsieur Second qui avait posé la première question, mais je n'ai peut-être pas fait attention. Alors, attendez, parce que, hop, je... Parce que je vois deux personnes qui lèvent la main. Il y a aussi Madame Jean-Baptiste. Ouais, les micros sont autorisés, vous pouvez poser la... Catherine, tu peux poser ta question. Je vais laisser les micros à tout le monde hein, et je vous laisserai... Catherine, normalement, tu dois pouvoir poser ta question. Ça... Ah, Monsieur Corridon. Alors, excusez-moi, je vais... Voilà, Monsieur Corridon, vous avez votre micro et la caméra possible. Je vais donner l'accès à tout le monde, comme ça sera plus simple. Monsieur Corridon, vous avez la parole si vous le souhaitez. Ah, Où je la prends en fait, voilà. parce que Voilà. je pensais que je pouvais parler et j'avais pas moi activé mon micro. Je pense que là c'est ça. C'est pour ceux qui savent pas, c'est qu'il faut aussi activer son micro maintenant qu'on peut le faire. Donc en fait, je remettais en cause effectivement la production de la facture d'électricité par l'occupant. Mais si elle est nécessaire, on pourrait peut-être en mettre l'exigence dans le bail. Et donc, du coup, ça permettrait, si le propriétaire, de l'obtenir et de sensibiliser le locataire à les fournir régulièrement tous les ans, par exemple. Hein. Voilà. Et c'est vrai que bien distinguer de ce qui est de l'équipement du logement, même en termes de performance énergétique, me semble primordial aujourd'hui dans la façon dont on pourrait aborder les DPE. Parce que c'est vrai que, comme disait Sophie, les équipements, ils ont leur durée de vie, qui est souvent très courte, plus courte en fait aux Antilles qu'en métropole, compte tenu de l'agressivité du climat ou de la qualité des matériaux. Bon.
des équipements. Et donc, mettre sur le même plan les équipements et le bâtiment, et ça me semble pas… voilà. Et du coup, ça permettrait d'avoir des DPE qui soient plus durables. 2 ans, c'est ridiculement faible. Voilà, c'était à peu près mes remarques. Et donc, effectivement, avoir un DPE qui tienne compte du bâtiment, de ses protections, etc. Alors, quid des protections végétales, de l'extérieur, etc. Est-ce que ça, voilà, c'est important que tout ça en tienne compte. Je touchais par exemple des murs qui sont volontairement protégés par une végétation ou un bâtiment connexe, qui sont fraîches. Est-ce qu'on en tiendra compte alors que si elles sont exposées, elles sont chaudes? Voilà, c'est bon. C'est des réflexions qu'il faut avoir. Il faut sortir du logement propre ou du bâtiment propre pour avoir une bonne réflexion sur les performances énergétiques d'un bâtiment. Donc, c'est complexe. Il faut tenir compte du vent, de l'orientation, etc. Ça, on le sait. Mais aussi des éléments extérieurs. Voilà. Alors ça, c'est des choses qui sont, voilà, qui sont effectivement qui ont été regardées, il me semble, au niveau national par rapport aux études, aux différents outils qui sont utilisés par les différents territoires. Donc, il y a des réflexions effectivement qui ont été mises en avant sur ce sujet-là et la prise en compte du besoin passif, enfin de rafraîchissement passif, quoi, en fait, et donc de l'architecture du bâtiment. Monsieur Corridon, est-ce que vous pouvez mettre effectivement votre micro si vous avez des questions? Votre question, je vous laisse la poser. Il faut que vous activiez de votre côté votre micro. Et pour ça, il faut juste appuyer sur le micro. Non, on a des petites… Sinon, est-ce qu'il peut écrire sa question? On essaiera de répondre. Ok, effectivement, pouvez-vous écrire votre question? Parce que là, je vous ai autorisé le micro, donc pour tout le monde d'ailleurs, donc tout le monde doit pouvoir passer en mode micro. Donc n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Sinon, effectivement, pour l'échéance du 1er juillet 2024, comme disait Sonia, ça a été repoussé à 2028. Est-ce que je vous laisse remplir votre question, monsieur? Ah, monsieur Corridon se reconnecte. On va retenter. Bonjour, vous m'entendez? Ah, voilà. Oui. Non, c'est Ça y est. Jérémy. Ah, C'est pas Monsieur Corridon. pardon. J'ai une question cependant, effectivement, la réponse a été donnée. L'échéance du 1er juillet 2024 a été repoussée en 2028. Alors, la question qui se pose concernant les opérateurs qui sont certifiés DPEM, notamment par Calexpert, pour avoir effectivement rencontré Calexpert en mars dernier, ils étaient eux-mêmes impossible d'apporter des compléments d'information, à savoir quel serait le devenir du DPEM, et sachant que l'application exercée dans l'Hexagone n'est pas la même que chez nous, par rapport aux spécificités. La question, est-ce que les opérateurs certifiés peuvent encore exercer jusqu'en 2028, ou entre-temps, il y aurait effectivement un remaniement de ce DPE, sachant qu'il n'est pas totalement complètement efficace, comme on l'a suggéré, par rapport aux notes de calcul, par rapport aux soumissions des factures. Et malheureusement, nous rencontrons sur le terrain, ça a été également dit dans le chat, que bon, on n'a pas forcément les factures en position. Il faudrait quand même avoir 3 ans d'ancienneté pour avoir un résultat le plus clair possible, mais ce n'est pas toujours efficace. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Toto, on m'entend? Ouais. Ah, super. Voilà. Désolé, petit souci technique. Bonjour à tous. Alors, le collègue a bien fait certaines précisions. Philippe Corridon, donc gérant du cabinet Sojag et membre du réseau Exim France, donc qui est un réseau de diagnostiqueurs.
Donc, effectivement, alors par rapport à la réglementation, me semble-t-il qu'effectivement, pas mal de choses ont été repoussées à 2028, mais par contre, le gel des loyers, il faut le vérifier. Est-ce que ça a été vérifié depuis? Parce que me semble-t-il que le gel des loyers pour la location est toujours en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Moi, ça me dit rien. Ouais. De la réglementation que j'ai eue, effectivement, ils ont repoussé pas mal de choses à 2028, je confirme. Par contre, le gel des loyers ou pour les biens classés en G, me semble-t-il que c'est applicable dès aujourd'hui. Donc, de ce que vous dites à vérifier, donc je vais aller. Enfin, il faudrait qu'on vérifie tous. Après, Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, excusez-moi, je me permets Oui, je vous en prie, madame. Oui. de couper, mais peut-être que Sonia peut réagir aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le DPEM qui s'applique. Est-ce que ce gel concerne aussi les territoires ultramarins? Je ne suis pas Alors, c'est certaine. ultramarin, en fait. C'est vraiment la législation ultramarine D'accord. du gouvernement. Justement, c'est la législation ultramarine. Maintenant, par rapport à tous les éléments qui ont été évoqués, du coup, la perte de l'accréditation de la CTM qui est toujours en cours, je pensais qu'il avait récupéré, ça, je n'étais pas au courant. Et effectivement, comme le collègue disait, pour avoir certaines informations de Calixpert, ayant moi-même envoyé un technicien à la réunion en question, il n'y a pas plus d'informations que ça. Mais par contre, effectivement, là où ça pose problème, et c'est la réflexion, la question que j'ai, c'est savoir par rapport à la législation en cours. Est-ce que de un, je vais vérifier aussi, mais me semble-t-il que oui, et de deux, du fait qu'on n'ait pas d'accréditation, qu'est-ce qu'il en est en fait, du coup? Est-ce Je que suis c'est applicable? Enfin voilà, quoi, c'est un peu un flou juridique, je trouve. ouais. Ah oui, troisième question. Est-ce que les études que vous faites Kebati sont envoyées au ministère de la Transition écologique, en fait, justement? Ces belles études, d'ailleurs. Alors, les études que nous on fait, Que c'est-à-dire, vous faites, vous, justement, ce qu'on a comme présentation, en fait, le travail qui est Non, déjà. en fait, non, mais alors j'espère que. Je suis désolée, Sonia, mais normalement, et je suis désolée pour ces histoires du micro. Normalement, ils C'est sont bon, tous. c'est Voilà. activé. Donc, c'est pas transmis directement, mais par contre, Sonia fait le relais avec le national, notamment. D'accord. Je suis. Vous faites- Et Alors, voilà. bah, Et il y a pour un le regard coup, aussi de. je réponds. Allez-y, je vous en prie. Alors, oui, bonjour à tous. Merci, Florence, pour le coup. Alors, déjà, pour faire quelques précisions, l'habilitation énergie donc, avait été prise par l'ex-conseil régional. Elle bénéficie donc d'une prolongation. Alors, l'habilitation, elle avait été prise pour une durée de 2 ans. Et effectivement, elle s'éteignait donc à fin 2013. Le dispositif bénéficiait donc d'une prolongation. Donc, cette prolongation a eu lieu. Et en fait, cette prolongation est arrivée à échéance. En fait, c'est toujours lié à la durée de la mandature. Donc, en fait, l'habilitation s'éteint de facto. On ne peut pas faire une deuxième prolongation, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la CTM refait une nouvelle demande d'habilitation. Donc, comme ça a été indiqué au début de la réunion, donc cette demande voilà, est en cours d'étude et nous attendons donc le retour. Concernant le DPE, alors il y a 2 choses à ne pas, sur lesquelles j'apporte quelques clarifications, notamment par rapport à l'intervention de M. Brena. Vous avez échangé avec Alixpert, si j'ai bien compris, en mars 2022. Non, en mars 2023. Pardon, oula, on est en 2024, oui. En mars 2023. En fait, pourquoi la date est importante? C'est parce qu'entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Parce qu'il y a bien sûr l'habilitation énergie donc, prise par le territoire donc, qui permet de légiférer en matière de réglementation et des outils existants. Et en fait, aujourd'hui, en l'état, sans cette nouvelle habilitation, il n'est pas possible de revenir sur les textes existants ni de porter des modifications, des suppressions ou éventuellement des compléments. Donc ça, c'est valable pour tous les textes qui ont été pris dans le cadre de l'habilitation, sachant que ces textes, aujourd'hui, restent applicables en l'état. Donc, pour répondre à une des questions qui demandait si le DPEM était valable jusqu'à 2028, tant qu'il n'est pas modifié ou tant qu'il n'y a pas un DPE national applicable dans les DROM qui prendrait sa place, il est applicable en l'état.
Ensuite, pour en revenir à Calixpert, alors, il y a eu un petit imbroglio donc l'année dernière où l'organisme avait perdu son agrément. En fait, il n'avait pas renouvelé dans les temps, pour être totalement transparente. Donc, leur agrément a été renouvelé et aujourd'hui, ils sont en capacité donc de délivrer des certifications pour les diagnostiqueurs, certification initiale et certification, enfin, renouvellement de certification dans la durée conformément à ce qui est prévu dans le cahier des charges. Donc, l'agrément ayant été délivré en 2000, donc du coup 2023, il est valable 5 ans. Donc, on est à minima sur du 2028. Ok. Donc, ensuite, concernant, il y a on a bien, enfin, en tout cas, moi, j'ai bien noté donc la question concernant le gel des loyers. En fait, c'est un point qu'on doit, alors quand je dis on, je mets aussi, puisqu'il y a les collègues de la DIAL qui participent à la réunion, c'est un point en fait qu'il faut vérifier parce que ce gel des loyers et en fait les autres mesures ont été présentées dans le cas de la mise en place d'un DPE opposable dans les DROM. Et en fait, c'est ce DPE opposable qui devait rentrer en vigueur le 1er juillet 2024 avec toutes les mesures associées. Or, aujourd'hui, les discussions nationales et puis tous les diagnostics, les états des lieux qui ont été faits montrent qu'on n'a pas de dispositif existant et opérationnel pouvant être déployé. Donc, la mise en œuvre de ce dispositif a été repoussée à 2028. Maintenant, l'incertitude du coup que je note et pour laquelle il faut qu'on obtienne des précisions, c'est de savoir si toutes les mesures qui du coup étaient liées à cette entrée en vigueur d'un DPE opposable sont également repoussées à 2028. Donc là, pour le coup, c'est une information qu'on doit vérifier. D'accord, impeccable. Merci pour ces précisions. Parce qu'effectivement, ouais, il y a un doute. J'essaie d'aller sur les gigouffres pour voir quand même. Mais il y a ce doute, enfin, en étant un peu à l'actu de tout ça. Je dirais qu'il faut effectivement vérifier ce côté de gel de loyer par rapport à tout ce Oui, qu'on vient d'évoquer. Ouais. on posera la question directement, puisqu'en fait, quand je dis en fait, ce sont les structures Oui, du bien territoire. sûr. Oui. Mhm. La gouvernance, en fait, on participe aux travaux au niveau national, donc aux travaux Mhm. avec les collègues des autres DOM. Donc, on Mhm. fera remonter cette problématique en disant qu'il y a ce besoin de clarification, ne serait-ce que pour les professionnels, pour savoir, parce que oui, si ce texte est applicable, mais qu'il n'y a pas l'outil qui va avec, on aura un problème. Exact, tout à fait. Ok, très bien. Super. Je, Merci pour la précision. je vous remercie. Alors, on va reprendre à la présentation pour finir un petit peu voilà, on va reprendre et puis on reviendra un petit peu sur ces questions à la toute fin. Je vous remercie d'éteindre vos micros. Sophie, je te laisse reprendre le fil de... Très bien. Alors, donc, on va attaquer maintenant la dernière partie, donc l'adéquation aux enjeux martiniquais. Alors, pourquoi avoir fait cette analyse Simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'études sociologiques, économiques, anthropologiques depuis les années 2000 qui ont montré que les politiques d'efficacité énergétique sont généralement conçues sans tenir compte des particularismes des individus et de l'environnement socio-démographique, socio-culturel, socio-économique, technique aussi, dans lequel ils évoluent. Et que pourtant, ces particularismes, et du moins la non prise en compte de ces particularismes, peut se traduire par une faible adoption de ces politiques d'efficacité énergétique par les cibles ou une moindre efficacité en termes de résultats obtenus des dispositifs mis en œuvre. C'est pour ça qu'il m'a paru intéressant de pouvoir me poser la question également de comment caractériser un petit peu finalement la situation martiniquaise, quels sont les grands enjeux. Et par rapport à ces grands enjeux, à la fois sur un plan socio-démographique, au niveau des caractéristiques du parc des bâtiments en Martinique, aussi par rapport à la situation énergétique, est-ce que le DPE apporte une réponse appropriée ou pas? Donc, avant de regarder vraiment finalement la réponse que le DPE peut apporter, les DPEM peut apporter à ces enjeux, je vais d'abord replacer un peu le tableau, le contexte, donc en partageant avec vous
un certain nombre de données qui permettent donc de caractériser d'une façon globale la situation martiniquaise, en commençant par une caractérisation du parc résidentiel. Donc, je précise que toutes les données qui sont partagées avec vous sont issues donc, de données statistiques publiques. Pour la plupart de 2020, c'était le moment où j'ai fait la thèse. Pour certaines données, j'ai pu obtenir des informations plus récentes. Donc, je vais les partager avec vous oralement, dans ce cas-là. Du coup, j'ai bien les données que je reprenne aussi, les notes. Voilà. OK, très bien. Donc, alors, sur la caractérisation du parc résidentiel, ce qu'on peut dire, c'est les grandes tendances. C'est une augmentation continue du nombre de logements depuis 2009, environ 1% environ chaque année, et qui s'explique par un certain nombre de tendances sociodémographiques en Martinique, comme le phénomène de cohabitation ou les différentes générations qui pouvaient vivre ensemble sous un même toit auparavant, se retrouvent chacune dans un logement différent, l'augmentation du nombre de familles monoparentales, ou aussi l'augmentation, enfin, la faiblesse de revenus d'une part importante de Martiniquais qui augmente les besoins en logements sociaux, qui induit donc la mise en construction de logements sociaux. Donc tout ça alimente cette tendance continue depuis 2009 de l'augmentation du nombre de logements. Donc on constate également dans les tendances une augmentation régulière de la part des appartements dans le parc immobilier. Il y a eu quand même 10% d'augmentation entre 2009 et 2020. Même si la maison individuelle reste, je dirais, le modèle majoritaire au sein du parc. En 2020, c'était encore 70% du parc qui était constitué de maisons. Le parc immobilier est très récent. Seuls 3% des résidences principales ont été construites avant 1945. Et, sans grande surprise, une écrasante majorité des constructions en dur, pour 95% des résidences principales. Donc ça, c'est un petit peu la caractérisation du bâti. Alors maintenant, si on regarde un petit peu au niveau, toujours dans le résidentiel, mais la caractérisation des équipements, le niveau d'équipement dans les logements. Là, il y a des choses qui peuvent peut-être un peu plus surprendre quand on examine les données. La première, c'est que malgré une augmentation constante, il n'y a pas encore d'eau chaude sanitaire dans tous les logements. Donc, en 2020, 73% des logements étaient équipés d'eau chaude sanitaire. Et on peut constater un relatif faible taux d'équipement en chauffe-eau solaire, mais également en climatisation. Environ un tiers des logements équipés d'eau chaude sanitaire en 2020 et à peu près pareil sur la climatisation. Alors, ces derniers chiffres sur le chauffe-eau solaire et la climatisation ne doivent quand même pas faire cacher ou occulter le fait qu'il y a eu quand même une augmentation importante entre 2007 et 2020. Alors là, je vais vous donner les chiffres. Voilà, donc en 2007, le taux d'équipement chauffe-eau solaire était de 11%. Et pour la climatisation, le taux était de 15%. Donc, il y a eu un quasi-doublement du taux d'équipement chauffe-eau solaire en climatisation en à peu près 17 ans. Donc, il y a cette tendance à l'augmentation. Maintenant, ça reste relativement faible par rapport à ce qu'on pourrait attendre. On voit ce phénomène de climatisation galopante. Ça permet de relativiser aussi un petit peu. Donc ça, c'est la caractérisation au niveau du niveau d'équipement dans le résidentiel. Alors sur le parc non résidentiel, là, c'était plus difficile d'obtenir des données. Il y a très peu de données disponibles. Donc la seule donnée publique que j'avais pu obtenir, c'était qu'il y a eu une forte reprise de la mise en surface des locaux mis en chantier en 2020. En 2021, par rapport à 2020, il y a eu une augmentation de presque 60%. Et qui s'explique peut-être par le fait qu'il y avait une pause importante en 2020 à cause de la crise sanitaire et que les choses ensuite sont reparties de plus belle en 2021. Donc le chiffre en lui-même n'est pas nécessairement très significatif si on ne le prend pas avec le contexte de ce qui avait pu se passer en 2020. Voilà, donc ça c'est pour la caractérisation du parc. Alors maintenant, si on regarde, on reste un petit peu le tableau de la situation énergétique. Première tendance, qui n'est pas non plus très surprenante, c'est la prépondérance des énergies fossiles, donc dérivées du pétrole, dans le mix énergétique global de la Martinique. En 2021, 83% de ce mix énergétique était encore issu d'énergie fossile. Il y a encore aussi une forte dépendance aux ressources énergétiques importées,
jusqu'à 92% des ressources énergétiques de la Martinique, des ressources énergétiques primaires de la Martinique sont importées en 2020. Et les deux usages les plus consommateurs en matière d'énergie, c'est le transport et l'électricité. Ils représentent chacun 46% en termes de répartition de la consommation par usage de l'énergie primaire en 2021. Et si on regarde ensuite plus précisément le mix d'énergie électrique, on voit que les énergies fossiles restent prépondérantes dans ce mix, mais qu'il y a quand même une augmentation de la part des énergies renouvelables qui, en 2021, monte à 25% dans le mix global électrique. Alors, maintenant, sur les consommations énergétiques, donc le secteur, alors ça, ce sont les chiffres 2019. Je vais vous donner à l'oral les chiffres de 2021, parce que c'est intéressant quand même de les avoir. Donc, le secteur tertiaire reste le secteur le plus consommateur en énergie électrique. En 2019, c'était 51% de la consommation contre 38% pour le résidentiel et 10% pour l'industrie. Pour l'année 2021, on a constaté une diminution de la consommation de ce secteur tertiaire, même si elle reste majoritaire. Donc, c'est descendu à 46%, contre 44% pour le résidentiel et 9% pour l'industrie. L'autre tendance, l'autre fait marquant ou majeur, on va dire, c'est depuis 2010, on constate une baisse de la consommation électrique par client. Donc ça, c'est ce dont j'avais commencé à parler quand je disais qu'il y a une marge de manœuvre assez faible finalement sur les améliorations d'équipement, parce qu'en fait, ils sont naturellement renouvelés rapidement et de fait, les dernières technologies disponibles sont disponibles sur le marché, ce qui induit presque mécaniquement une baisse de la consommation du fait de l'efficacité énergétique plus importante de ces équipements. Et donc, effectivement, depuis 2010, il y a une tendance à une baisse régulière de la consommation électrique par client. Donc, cette baisse, elle s'explique, comme on l'a vu, par l'augmentation de l'efficacité des équipements électroménagers, mais aussi industriels, mais aussi par des données plutôt socio-démographiques, c'est la baisse du nombre de personnes par foyer, qui induit aussi mécaniquement une baisse de l'intensité d'usage dans les logements. Sur la consommation énergétique, alors, un autre point important qui est ressorti de l'analyse des données, c'est qu'il y a un enjeu important sur la consommation électrique des clients verts d'EDF. Alors, les clients verts d'EDF, ce sont les clients de type entreprise, collectivité et industrie. Avec les chiffres, donc là, les chiffres qui sont affichés, c'est les chiffres de 2009. Je vais vous donner aussi les chiffres de 2021 parce qu'ils sont intéressants aussi à analyser. Donc, en 2019, ces clients verts représentaient 0,4% du nombre total de clients d'EDF, mais leur consommation s'élevait dans la part totale de consommation à 35%. Et si on calcule la consommation moyenne annuelle par client, donc pour les clients verts, elle va s'élever à 0,61 GWh contre 0,005 GWh pour les clients bleus. Les clients bleus, ce sont les clients de type particulier et puis les TPE, les très petites entreprises. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un écart comme de consommation de presque 122 entre un client bleu et un client vert. Alors, sur les chiffres de 2021, quand je les ai regardés, donc là, je vais les récupérer pour pouvoir les partager. Il y avait une tendance intéressante aussi à observer. Alors, voilà. Alors, sur l'année 2021, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une diminution de la consommation globale des clients verts. Elle est passée de 480 gigawattheures en 2019 à 411 sur 2021. Mais en fait, cette baisse s'explique par la diminution du nombre de clients. Il y avait 787 clients verts en 2019 contre 657 en 2021. Et quand on calcule, par contre, donc, en fait, il y a une baisse d'à peu près 15% du nombre de clients. Mais par contre, quand on calcule la consommation énergétique par client, ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, elle a augmenté. C'est-à-dire qu'elle était à 0,61 gigawattheures par client vert en 2019. Et là, sur l'année 2021, on est passé à 0,62 gigawattheures. Ce qui montre qu'il y a vraiment je dirais, une focalisation importante à avoir sur ces clients-là. Il y a peut-être des gains aussi en termes de consommation électrique, d'efficacité de consommation électrique au niveau de ces clients-là. Il y a un gisement, en fait.
gisement d'économie, de consommation électrique potentielle au niveau de cette typologie-là de clients et des équipements qu'ils utilisent. Voilà, on va passer à la suite. Alors, donc là, j'ai dressé un petit peu le tableau, voilà, de la situation de la Martinique. Donc, si maintenant on essaie de sortir, d'identifier quels sont les grands enjeux, sur la situation du mix énergétique martiniquais, un des grands enjeux, c'est la diminution de la dépendance aux énergies fossiles et aux énergies importées. Et là-dessus, le DPE a une carte à jouer, parce que le DPE permet de valoriser la production électrique locale et d'origine renouvelable. Alors, ça, on l'avait vu dans la partie 1 de la présentation. Donc, il y a déjà une prise en compte de la production électrique issue du NR dans le DPE. Bon, on a vu par contre que la façon dont c'est pris en compte et valorisé pourrait être revue et améliorée. Il y a déjà cette première prise en compte et possibilité peut-être même d'aller plus loin et de vraiment mettre en avant ce facteur-là au niveau des DPE et inciter les gens, par différents moyens, de pouvoir produire plus d'électricité localement d'origine renouvelable. Maintenant, en ce qui concerne les secteurs tertiaires industriels, donc ce qui ressort des enjeux, c'est que ce sont les secteurs où les enjeux de maîtrise de la consommation de l'énergie sont les plus importants. Donc, certains bâtiments, et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans la partie 1, donc certains bâtiments tertiaires, très énergivores, sont exclus du champ d'application du DPE. Si on prend l'exemple dans le 9, les industries, les établissements de santé ou les hôtels sont exclus du DPE. Alors qu'il y a quand même des enjeux aussi de la maîtrise de la consommation d'énergie pour ce type de bâtiments-là. Un autre point qui exclut des bâtiments qui serait pourtant intéressant d'inclure dans le DPE, c'est qu'aujourd'hui, de même que pour les logements, il y avait une condition sur… Alors, les logements, la condition, c'est qu'il y ait au moins une chambre climatisée pour que le DPE soit applicable. Pour les bâtiments tertiaires, il y a une condition sur la surface, une surface minimum climatisée. Donc, à partir de là, cela exclut de fait les bâtiments rafraîchis naturellement ou qui ont une faible surface climatisée. Donc, ils sont exclus du périmètre du DPE. Pourtant, ce sont des bâtiments dont la performance de consommation est vraiment intéressante et qui gagneraient à être valorisés dans le DPE. Au final, il peut être compliqué autrement d'avoir des bâtiments qui soient classés A ou B si on exclut d'entrée les bâtiments qui ont de base, de part de leur conception, déjà une faible consommation énergétique. Alors, sur le secteur résidentiel, là, je vais être un petit peu provocatrice, mais de mon point de vue, l'enjeu de l'efficacité énergétique dans le logement, elle est moindre. Parce qu'on a vu que finalement, les équipements, ils sont relativement récents. Qu'il n'y a pas, le taux d'équipement de climatisation en Martinique n'est pas si élevé et que de toute façon, les dernières technologies étant disponibles, cela permet d'avoir quand même une certaine efficacité de la consommation énergétique, même sur le logement climatisé. Mais que par contre, sur les logements, à la limite, la question se posera peut-être plus sur informer sur la consommation aussi des équipements mobiliers, donc électroménagers. Et alors, c'est bon, j'ai été déconnectée, vous m'entendez toujours? Allô? C'est bon. On t'entend. Ok. Et par contre, la question du confort thermique, qui est finalement la note qui vient sanctionner l'efficacité de la conception même du bâtiment, se pose plus pour les logements, pour le secteur résidentiel. Et elle se pose partout, hein, mais elle se pose avec encore plus d'acuité sur le secteur résidentiel parce que c'est vraiment la recherche du confort est un critère important pour les occupants en fait, des logements. Donc, ce qu'on a pu voir par rapport aux enjeux sur le secteur résidentiel et par rapport à l'état des lieux sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, une majorité de logements ne sont pas soumis au DPE dans l'existant. La performance de consommation des bâtiments rafraîchis par ventilation naturelle, du coup, n'est pas valorisée dans le DPE et la performance de la conception bioclimatique du bâtiment, du coup, n'est pas évaluée. Le confort thermique, qui est un indicateur qui existe dans le DPE, mais uniquement pour les bâtiments neufs et qui correspond au taux d'occupation
qui correspond au nombre d'heures, enfin au nombre d'heures, on va dire, où la température dépasse les 30 degrés sur la période occupée du bâtiment. Cet indicateur qui est intéressant ne se retrouve que sur le DPE dans le neuf et pas dans l'existant, alors qu'il aurait gagné à aussi être présenté dans les bâtiments existants, puisqu'on sait que le confort, et notamment le confort thermique, est un critère important pour les occupants de logement. Une autre chose qui est ressortie aussi, c'est qu'on a vu que la notion de dépenses énergétiques et de maîtrise de dépenses est quelque chose d'important, bon, déjà dans le parc social, mais d'une façon générale, et que dans la façon dont le DPE est conçu aujourd'hui, on a une estimation de la consommation énergétique annuelle, mais on n'a pas d'équivalent en montant, c'est-à-dire à quoi ça correspondra en termes de facture annuelle. Et c'est quelque chose, par contre, qui peut être important et pris en compte par les acteurs, parce que pour beaucoup de Martiniquais, malheureusement, la facture énergétique conditionne le reste à vivre. Et donc, qu'ils aient cette information sur le DPE va peut-être être quelque chose qui sera plus pertinent pour eux, ou en tout cas qu'ils vont plus volontiers prendre en compte que juste le chiffre de la consommation énergétique qu'ils auront du mal à situer et dont ils ne sauront que faire. Et en fait, le dernier point qui ressort, c'est que pour tout ce qui est appartement et d'une façon générale, les habitats collectifs gérés en copropriété, il y a peu de marge de manœuvre pour l'adoption de travaux au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Donc, on peut se poser la question pour cette configuration-là, parce qu'on voit que le nombre d'appartements qui sont souvent gérés en copropriété en Martinique augmente dans le parc de logement. Est-ce que le DPE individuel n'atteint pas un peu ses limites? Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire grand-chose à l'échelle d'un appartement s'il faut intervenir sur l'enveloppe, s'il est géré, encore une fois, en copropriété. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'analyse aussi de l'adéquation aux enjeux martiniquais. Donc, si vous avez des remarques ou d'autres questions, je pense qu'on peut continuer, sauf si tu veux prendre tout de suite la suite, Florence, si tu avais des choses à dire en complément sur ce qui se passe au niveau national. Ah, alors, je ne t'entends pas, Florence. Excusez-moi, au niveau national, voilà, on en a déjà pas mal parlé. Moi, je voulais juste, parce que là, il n'y a pas... Je ne vais pas avoir beaucoup d'informations complémentaires à vous apporter sur ce sujet-là, puisqu'on l'a déjà évoqué, mais je vais quand même revenir un petit peu en vous présentant un petit peu ça, les échéances, c'est-à-dire qu'il était reporté à 2028, que en fait, il y a des études au niveau national qui sont en cours, qui ont été menées et qui sont en cours. Donc, il y a une première étude qui a permis de comparer des outils et les approches en matière d'évaluation de la performance au travers de 3 outils. L'outil qui est réunionnais, qui s'appelle Efficace, qui est assez complet. Un outil qui s'appelle le DPEG, qui est utilisé à la Guadeloupe, qui est plus synthétique mais intéressant également. Et le troisième, c'est celui de la loi ESSOC, issu de la loi ESSOC, c'est-à-dire la transposition en obligation de résultat, de performance, quoi, de la RTA-DOM, outil qui n'est pas accessible aujourd'hui au grand public, en fait, il me semble. Donc voilà, donc ces 3 outils-là ont été testés par différents bureaux d'études. Il en ressort des enseignements, des préconisations également qu'on peut retrouver un petit peu ici, notamment sur la prise en compte du confort, qui est généralement mis en second plan, des questions qui se posent aussi sur l'appréciation de ce confort et sur l'appréciation effectivement de la prise en compte de l'architecture du bâtiment. Et aussi des éléments qui ressortent sur l'impact notamment de la climatisation, de la surface climatisée dans le calcul du DPE, qui peut fausser un petit peu les calculs, parce que plus la surface va être importante, quelque part, plus ça va être rentable, entre guillemets. Donc c'est ce qui ressort un peu de cette première étude, ça pose des questions. Voilà, qui vont être soumis justement à échange au niveau des différents territoires. Et puis l'autre étude qui est en cours de réalisation, c'est tout ce qui est modélisation et caractérisation du parc bâti dans les DROM, pour justement bien situer ces bouquets de travaux et l'étiquette énergie des différents ouvrages.
Voilà ce que je peux vous dire pour ça. Donc, on suit ces travaux-là. Et je pense que chacun, on est dans une bonne période, j'ai envie de dire, dans le sens où il y a tout qui se combine un petit peu en même temps, et l'habilitation de la CTM, et les travaux de bâti solide dans le cadre de la RTM, et ce DPE au niveau national. Donc voilà, il faut qu'effectivement, on s'assure à ce que ces ces différents réflexions et ces différents travaux s'alimentent les uns les autres, quoi, en fait. Donc voilà ce que je pouvais dire moi là-dessus. Et avant de vous laisser peut-être poser des questions, si vous avez le souhait de participer justement aux travaux dans le cadre de Bâti Solide sur la révision de la RTM et notamment ce DPE, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais prendre d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, n'hésitez pas à lever la main pour ceux qui ont des questions ou des réactions. Parce que l'idée aussi de ces travaux, c'est de vous inviter à contribuer, notamment dans le cadre des travaux qui est en cours dans le cadre de Bâti Solide, hein, sur les propositions qu'il faudrait faire justement pour améliorer ces outils. Donc voilà, si vous avez déjà des réactions sur ce volet-là, n'hésitez pas à les partager. Il n'y a pas de questions complémentaires? Ok. Bon, bah, du coup, on va conclure. Je vous remercie. Je remercie Sophie pour cette intervention, les travaux qui ont été menés, qui nous permettent d'avoir une approche un peu plus méthodologique en fait sur cet outil. Et on se rend bien compte, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment accompagner auprès des différents acteurs sous différents formats la prise en compte de ce DPE pour qu'il soit vraiment assimilé par les acteurs du territoire. Oui. Et merci à Et tous de votre présence et de participation. Merci Florence de m'avoir conviée à faire cette présentation. excusez-moi pour les problèmes techniques. On avait plutôt l'habitude d'utiliser Zoom avant. Là, on était sur Teams, donc c'est un peu c'est un petit peu la découverte. Voilà. Merci à vous. Bonne fin de journée.